La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Opération de représailles contre les groupes terroristes à Kaina et environnant le 4 février 2019. L'état-major général des armées avait annoncé avoir neutralisé 146 terroristes, mais suite à une mission d'enquête qu'il dit avoir diligentée, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP annonce avoir relevé et documenté 60 cas présumés d'exécution sommaire de personnes, dont 8 femmes. Le secrétaire général du mouvement Ali Sanou nous apportera plus d'éclairage en début de cette édition. Les travailleurs du ministère en charge de l'économie et des finances observeraient-ils un mouvement d'humeur latent? Selon une lettre circulaire anonyme qui alimente la toile, la question ne se pose plus. Seulement, aucun responsable administratif ou syndical du ministère ne pipe mot là-dessus. Mais la circulaire, elle, explique pourquoi ce mouvement d'humeur. Des précisions dans quelques instants. Page triste de cette édition, Roger Moussa Tall s'est éteint ce mercredi 13 mars 2019 à Ouagadougou. Qui était l'homme? Réponse dans ce journal sur Radio Liberté. Vous l'aurez compris, c'était le sommaire de la session d'information. Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Que s'est-il passé à Kaino, Ouro et environnant le 4 février 2019? Pour trouver des réponses à cette question, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP a diligenté une mission d'enquête dans les zones concernées après, d'une part, l'annonce de l'état-major général des armées d'avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération de représailles contre des groupes terroristes et d'autre part, des allégations d'exécution sommaire reprochées au FDS par des parents de victimes de l'opération de représailles. Le MBDHP vient de rendre public le contenu du rapport de sa mission d'enquête. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Ali Sanou, secrétaire général du mouvement. Ali Sanou, merci d'être présent sur ce plateau. Merci, monsieur Dasmane Niagane, pour l'invitation. Et dites-nous en quelques mots, que retenir essentiellement du rapport de la mission d'enquête du MBDHP? Ok, merci. Il faut dire que après l'annonce par l'état-major général des armées d'une opération de ratissage qui a conduit à la neutralisation, ce sont les termes du communiqué, de 146 terroristes, le MBDHP a été non seulement suivi de près les débats qui se sont menés au sein de l'opinion sur les modalités, les circonstances de cette opération de FDS, a été également saisi par des parents de victimes qui ont dit que leurs parents ont été justement victimes de cette opération menée par les militaires alors qu'ils n'étaient pas des terroristes. Donc notre mission a mené sur place une mission d'établissement des faits pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Kain, Ouro et environnant en début février 2019. Nous avons rencontré 65 personnes dans un peu moins d'une dizaine de localités avec lesquelles nous avons discuté qui, en gros, tous les témoignages que nous avons recueillis sont concordants pour nous dire ceci. Dans la nuit du 3 au 4 février, des hommes armés en tenue militaire burkinabé que les témoins que nous avons auditionnés ont présenté comme des militaires qui quelquefois étaient appuyés par un hélicoptère militaire, sont arrivés dans certaines localités nuitamment. Ils ont pénétré dans des maisons, ils ont fait sortir des personnes, des hommes, et ils les ont éliminés froidement à quelques mètres de leur maison. Donc nous en avons recensé 60 et tous les personnes que nous avons avec lesquelles nous avons discuté nous disent ça a été le même mode opératoire. C'est-à-dire, on rentre dans la maison, on arrête des personnes. Un des témoins nous a dit on a arrêté son mari, elle a fait sortir la pièce d'identité de son mari, que les personnes qui l'ont arrêté, les militaires, ont dit nous ne sommes pas là pour un contrôle d'identité. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait joindre aux autres et ils l'ont éliminé purement et simplement. Et nous disons que c'est grave parce que ces parents de victimes disent que ceux que les forces de défense et de sécurité ont ainsi éliminés ne sont pas des terroristes. Et au niveau du MBDHP, nous disons,
ne serait-ce que parce qu'il y a ce doute sur la nature terroriste ou pas de ces personnes. Et dans la mesure où les forces de défense et de sécurité les ont maîtrisées, il aurait fallu les transmettre à la justice et les juger. Parce que ces modes opératoires sont dangereux parce que aujourd'hui, le sentiment de peur prédomine au sein de l'opinion. Les gens ont peur à cause des attaques terroristes. Et cette peur, il faut le dire, elle est légitime. Mais si nous admettons ce genre de pratique, ça veut dire demain, vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un parce qu'il est militaire ou autre. On vous assimile à un terroriste et on ne vous a pas purement et simplement. Votre mission a concerné plusieurs localités ou c'est à Kain? Non, notre mission a concerné plusieurs localités. Nous avons été à Kain, à Sunam, à Tiabewal, à Gingui, à Daïbara, à Soum, à Waiguya et nous avons même reçu des personnes ici à Ouagadougou. Et dans toutes ces localités où nous avons été, les témoignages sont les mêmes, ils concordent. Ce qui est même curieux, nous avons échangé avec l'état-major général, avec le ministère de la Défense. Suite à votre mission, vous avez en tout cas entrepris une démarche à l'endroit du ministère en charge de la Défense. Oui, nous avons rencontré le ministère de la Défense. Et qu'est-ce qui ressort de façon succincte? Le ministère de la Défense nous dit, dans l'armée, lorsqu'il y a des opérations, les personnes qui conduisent ces opérations fournissent des rapports de mission. Et que ceux qui ont mené ces opérations ont fourni des rapports de mission. Et dans aucun de ces rapports, ils n'ont indiqué des bavures. Nous disons que c'est curieux, parce que si quelqu'un commet une exécution sommaire, des actes qui sont répréhensibles par la loi, eh bien, il ne viendra pas vous dire que j'ai commis une exécution sommaire. Le ministère de la Défense nous dit également que le ministre a écrit le 15 février au directeur de la justice militaire pour lui demander de saisir le procureur militaire pour ouvrir une enquête. Ce qui veut dire qu'il y a des enquêtes au niveau du ministère. Il est censé avoir des enquêtes. Donc, c'est la version qui nous a été servie. Nous attendons de voir. Mais au niveau du MBDHP, il y a bien évidemment, en plus de cette situation globale, un point qui nous inquiète énormément. C'est quel point? Qui est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les patronymes des personnes qui ont été éliminées, c'est des noms majoritairement à consonance Peul. Nous constatons qu'au sein de nos compatriotes Peul, il y a un sentiment de stigmatisation qui se développe. C'est dangereux pour l'unité nationale. Nous ne disons pas que ce sentiment, il est fondé ou pas, mais nous disons le simple fait qu'il existe, ça constitue un problème. Et aujourd'hui, c'est un défi pour la lutte antiterroriste. Comment mener la lutte antiterroriste et consolider l'unité nationale, faire que certains Burkinabés ne soient pas assimilés à des terroristes du fait de leur appartenance ethnique ou religieuse. Et pour nous, c'est effectivement un enjeu majeur pour lequel nous espérons en tout cas que nos autorités prendront toutes les dispositions nécessaires pour que des solutions soient trouvées. Et c'est la principale recommandation de ce rapport de mission? C'est l'une des recommandations. Nous avons adressé des recommandations aux autorités et acteurs politiques où nous leur disons qu'il faut, pour les autorités au pouvoir, veiller à assurer de façon effective la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Assurer cette sécurité-là suppose que non seulement on protège les populations contre le terrorisme, mais que l'on mette tout en œuvre pour que la lutte antiterroriste ne devienne pas un élément d'inquiétude ou d'insécurité pour les populations. Un mot pour terminer, un mot sur l'après-publication de ce rapport. Le MBDHP compte-t-il poser autre action entrant dans le cadre de cette affaire? Oui, nous allons poursuivre nos activités d'éducation, de sensibilisation sur la nécessité de concilier lutte antiterroriste et respect des droits humains. Parce que figurez-vous qu'il y a des études qui montrent que les facteurs les plus prédominants de radicalisation et de renforcement des groupes terroristes, c'est justement les frustrations sociales. Vous imaginez un enfant qui voit son père enlevé nuitamment ou très tôt le matin par des individus qui l'identifient comme étant des militaires et qui est abattu sommairement. Vous imaginez les frustrations avec lesquelles cet enfant va grandir. Et pour nous, aujourd'hui, lorsque nous avons mené cette enquête, nous nous sommes rendus compte que, et c'est sur ça, c'est ce point que je vais finir parce que vous m'avez l'air très précis, oui. Nous nous sommes rendus compte que justement, il y a des gens qui ont été blessés et qui se soignent à leurs frais. Vous imaginez un terroriste qui est blessé par les forces armées nationales
et qui va à l'hôpital se soigner et qui rentre tranquillement chez lui. Il n'est pas dans les mains des FDS. Il n'est pas dans les mains des FDS. Et cela nous conforte dans notre position que ces personnes, les 60 personnes que nous avons recensées sur cette liste de 146 personnes, n'étaient pas des terroristes. Et il est temps qu'on arrête de s'en prendre à des citoyens innocents qui n'ont rien fait, qui sont dans des zones dangereuses, qui implorent même l'État pour qu'il puisse assurer leur sécurité. Et au lieu de cela, on envoie des missions qui commettent des bavures graves et inacceptables, comme celle qu'on a vue à Kainouro le 4 février de cette année. Alice, nous merci pour ces éclaircissements apportés sur le contenu du rapport de la mission d'enquête du MBDHP sur les événements de Kainouro et environnants. Merci à vous de m'avoir invité. Et restez avec nous pour poursuivre ce journal après cette courte pause. Que se passe-t-il au ministère en charge de l'économie et des finances? Les travailleurs observeraient-ils un mouvement d'humeur latent? C'est ce que laisse croire une lettre circulaire anonyme qui alimente la toile ces derniers temps. Contacté par Radio Liberté pour en savoir plus sur la situation qui prévaut dans ce ministère, des responsables syndicaux et administratifs n'ont pas souhaité se prononcer ni sur la dite circulaire, ni sur un quelconque mouvement d'humeur. Idrissa Kombem nous en dit plus. Les agents du ministère en charge de l'économie et des finances observeraient-ils un mouvement d'humeur latent? En tout cas, une lettre circulaire non signée alimentant la toile et relayée par certains médias en ligne appelle les travailleurs du ministère à boycotter bon nombre d'activités. Selon la dite circulaire, cette décision est motivée à partir d'un certain nombre de constats. D'abord, elle évoque les mouvements d'humeur qui seraient déclenchés par les travailleurs depuis le vote de la loi des finances initiale de 2019 consacrant le plafonnement du fonds commun à 25%. Ensuite, la circulaire révèle les conclusions d'une assemblée générale du syndicat national des finances SINAFI et d'une réunion des délégués des sections et sous-sections ayant décidé de la suspension de certaines activités jusqu'à nouvel ordre. Enfin, c'est la ferme volonté des banques à saisir dès fin mars le salaire des agents qui est avancé pour justifier ce mot d'ordre. Ainsi, la lettre circulaire précise que les travailleurs décident de la suspension de leur participation jusqu'à nouvel ordre à bon nombre d'activités. Parmi celles-ci, les corrections salariales et mises à jour des salaires, les traitements de requêtes pour les contreparties nationales et la participation aux commissions d'attribution des marchés et de réception de la commande publique, les montages et publications des résultats des avis d'appel d'offres, des manifestations d'intérêt et de propositions, les travaux relatifs à l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances et la préparation technique et administrative des négociations des accords de financement et de la coopération bilatérale et multilatérale. Contactés par Radio Liberté pour apprécier la situation, des responsables syndicaux du ministère en charge de l'économie et des finances ont souhaité ne pas se prononcer sur la dite circulaire. Ils n'ont plus infirmé ou confirmé le mouvement d'humeur qui serait en cours. Un responsable du ministère que nous avons également joint n'a pas voulu se prononcer sur la situation au regard du fait que la circulaire est anonyme. Tout de même, le dit responsable nous confie que des discussions sont déjà entreprises avec les différents acteurs du ministère pour trouver des solutions aux différentes préoccupations. Procès du putsch de septembre 2015 à présent, le président du Conseil national de la transition au moment du coup d'État et aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Moumina Chérif Sy, était à la barre ce 13 mars 2019 pour son témoignage. Pour le point des déclarations faites à l'audience de ce jour, retrouvons Tanga Terizongo. Dites-nous ce qui ressort des déclarations à l'audience du jour. Appelé à la barre, le témoin du jour, Moumina Chérif Sy, vous l'avez d'ailleurs dit, président du Conseil national de la transition au moment des événements, est revenu sur la radio 108.0 qui émettait dans la clandestinité. Il a fait savoir que cette radio a été mise en place par des activistes qui luttaient contre le coup d'État. Il ajoute que la fréquence de la radio Savane FM avait été piratée à l'insu même de Savane FM pour la mise en place de la 108.0. Le témoin pointe la responsabilité de certains leaders
et de partis politiques dans le coup d'État. À ce titre, il cite Léonce Koné, Achille Tapsoba et René-Émile Kaboré. Sur le plan militaire, il pointe également du doigt le général Gilbert Diendéré, le major Éloi Badiel, Roger Koussoubé, Jean-Florent Nion, qu'il dit considérer comme les noyaux durs du RSP. Chérif Sy, dans sa déposition, va ajouter que selon des informations qui lui sont parvenues grâce à un réseau qu'il avait mis en place, le capitaine Dao et Moussa Nebié, dit Rambo, se sont emparés d'argent qui se trouvait dans une villa de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré. Appelés à la barre, les deux accusés vont rejeter cette déclaration du témoin qu'ils qualifient d'allégation. Des propos qualifiés également de rumeurs selon les avocats de la défense. Dasmane Nyangane, la question des écoutes téléphoniques s'est également invitée à cette audience. Le témoin fait savoir dans son procès verbal qu'en plus des écoutes entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, il y avait eu une autre banne en langue bambara dont le numéro provenait du Mali. Chérif Sy indique avoir entendu les différentes écoutes au mois d'octobre sur le net et les réseaux sociaux, ce qui ne convainc pas Maître Dieudonné Bonkungu de la défense. L'avocat fait savoir que ces écoutes ont été sur les réseaux sociaux le 12 novembre 2015 et que le témoin les a entendus à travers un autre canal que ce qu'il veut faire savoir. La tension monte dans la salle. Une partie de l'assistance crie à l'endroit de l'avocat en ces termes: c'est faux. Le président du tribunal appelle au silence et donne un avertissement au public. Appelé à la barre pour réagir sur la déposition du témoin, le général Gilbert Diendéré déclare que Chérif Sy n'était pas informé de la réalité sur le RSP et qu'il y a eu beaucoup d'intoxication. Sur la loi portant statut du personnel militaire des forces armées nationales, Gilbert Diendéré note que la hiérarchie militaire n'était pas d'accord avec la dite loi. Dasmane Nyangane, Chérif Sy, dans sa déposition ce mercredi, dit avoir alerté le président de la transition Michel Kafando sur la dite loi. J'ai appelé certains pour leur dire que cette loi doit être retirée, indique le témoin. La suite donc de l'audience est pour ce vendredi 15 mars à partir de 9h. Tangateri Zongo, merci pour ce point. On poursuit ce journal après une courte pause. Page triste de ce journal, Dr Roger Moussa Tall n'est plus depuis ce mercredi 13 mars 2019. Il s'est éteint à l'âge de 83 ans à Ouagadougou. Qui était l'homme? La réponse avec Danouma Ismaël Traoré. La nouvelle de la disparition de Moussa Roger Tall est tombée ce mercredi à la surprise générale. Ce vétérinaire à la retraite, malgré le poids de l'âge, ne se faisait pas compter les activités majeures des structures syndicales et d'autres organisations de la société civile. La dernière activité à laquelle il a pris part, c'était le 8 mars dernier à la Bourse du Travail de Ouagadougou, où l'octogénaire y a pris la parole pour apporter sa contribution aux échanges sur le thème. Moussa Roger Tall est né le 15 décembre 1936 à Waïguya, étudiant militant de l'Association des étudiants voltaïques en France et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France FEANF. Il crée avec ses camarades le 27 juillet 1960 l'Union générale des étudiants voltaïques, malgré l'interdiction de la tenue du congrès constitutif par les autorités d'alors. Il devient ainsi le premier trésorier général. Avec ses camarades, il refuse de participer aux festivités de l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. Moussa Roger Tall explique cet épisode par le fait qu'au niveau du mouvement étudiant à l'époque, la position était qu'il n'y avait pas d'intérêt puisque cela consacrait le passage du colonialisme au néocolonialisme qui serait pire. Dr Moussa Roger Tall est aussi auteur d'un ouvrage intitulé Une merveilleuse aventure qui revient sur son parcours scolaire, académique et surtout militant. Deux autres ouvrages sont à paraître. Il s'agit de Vétérinaire africain au XXe siècle et Le Yatenga, mon pays natal. Dr Moussa Roger Tall est membre du Forum des citoyens pour l'alternance et du mouvement du Manifeste pour la liberté. Âgé de 83 ans, il est marié et père de 3 enfants.
En août 2018, à l'occasion de la date de la proclamation de l'indépendance formelle de la République de Haute-Volta, aujourd'hui, Burkina Faso, Dr Roger Moussa Tall nous avait accordé un entretien dans lequel il soutenait que la date du 5 août 1960 est le passage entre le colonialisme français et le néocolonialisme français et ne mérite aucune festivité. Réécoutons Roger Moussa Tall sur la signification qu'il donne à la date du 5 août 1960. Nous donnions à cette date le passage entre le colonialisme français et le néocolonialisme français, parce que ce n'était pas du tout notre aspiration. Nous aspirions à une indépendance véritable et nous avions le cas du Ghana, de Kwame Nkrumah, qui était vraiment notre leader à l'époque, de Sékou Touré en Guinée en 1958. Précisons bien qu'en 1958, il avait été précisé que tous ceux qui voulaient être indépendants pouvaient le faire en votant non au référendum du 28 septembre. Et tous nous avaient dit que non, il ne fallait pas l'indépendance. Ils avaient développé un tas d'arguments et nous étions étonnés du fait que sous la contrainte des événements et de la France, ils soient tous allés comme ça à queue leu à l'indépendance que la France leur octroyait pour des raisons de politique française. À cette époque-là, il y avait la guerre d'Algérie. Le colonialisme était obligé de laisser du lest et de faire des transformations formelles. N'oubliez pas que ils ont disloqué les fédérations qu'il y avait à l'époque, Fédération de l'Afrique occidentale française, Fédération de l'Afrique équatoriale française. Maintenant, brusquement, ils ont créé des micro-États qui n'étaient pas viables pour mieux perpétuer leur domination. Et on s'arrête ici pour cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo assurait la technique. À toutes et à tous, bonne suite d'écoute de la voix citoyenne.